Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 réunit 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologyfrance.com. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours évidemment exceptionnel du podcast EdTech France, qui est enregistré en live depuis le salon Learning Technologies à Paris, porte de Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec les acteurs qui innovent et inventent le futur du travail. Dans un monde sans cesse changeant, les entreprises doivent en permanence se renouveler, les compétences également. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir au micro quelqu'un qui est un acteur de cette transformation, de cette montée en compétences. Il s'appelle Quentin Lacointa. Et je dis c'est une chance de l'avoir parce qu'il n'habite pas ici. Il est de passage sur le salon. Il habite à Amsterdam, il est français et il a cofondé une entreprise qui s'appelle Growth Tribe Academy. Voilà, tout un programme. On en a parlé à plusieurs reprises. J'avais vraiment envie de le rencontrer. J'avais aussi envie qu'il adhère à EdTech France et je pense qu'à la fin de ce podcast, ce sera chose faite. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que évidemment, on va parler de ce qu'est le growth hacking. Il y a des tas de choses à expliciter. Mais surtout, ce que j'avais envie, c'était d'avoir un parcours d'entrepreneur et un parcours d'entrepreneur EdTech. C'est quoi monter sa société aujourd'hui quand on est français, quand on veut avoir une dimension internationale, quand on est sur une thématique si particulière que celle du growth hacking. C'est quoi les perspectives, c'est quoi les difficultés, voilà, plein de questions qu'on va poser à Quentin. Quentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es content d'être là, Quentin ? Super content, c'est ce que j'attendais. Justement, EdTech, c'est la première fois que j'ai une interaction avec toi, Rémi. Mais très content, bien sûr, je vais adhérer à la cotisation de Tech France. Très bien, voilà, le podcast est terminé, objectif rempli. Les amis, on se retrouve bien. Non, allez, on va continuer quand même. Tu as un petit accent, c'est pas un accent d'Amsterdam, ça ? Alors, moi, j'habite à Amsterdam et je suis toulousain. Donc j'ai un petit accent de Toulouse. Alors ça fait 8-9 ans que je suis parti de Toulouse, donc j'ai un peu perdu. Les gens, généralement, ils savent pas du tout d'où je viens, ils n'arrivent jamais à trouver. Des fois j'ai du Gers, de Marseille, des trucs comme ça. Non, je suis de Toulouse. Et fier d'être de Toulouse. Moi, je suis assez fier, bien sûr. J'ai toute ma famille, mes amis là-bas. On embrasse toute la ville rose. Et il y a Toulouse Business School, notamment, je fais un petit coucou parce que ils sont partenaires d'EdTech France. J'ai vu que tu es diplômé de Toulouse Business School. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Toulouse. Exactement, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on passe de Toulouse à Amsterdam ? C'est quoi l'idée là ? Alors Toulouse, moi en fait, je suis parti, il y a 8 ans à peu près de Toulouse, je suis parti après mon diplôme, donc je suis parti un an à Sydney en Australie, où j'ai travaillé pour une boîte française, Esker, une PME à l'époque, qui avait 200 employés, un petit bureau à Sydney où j'ai travaillé là-bas pendant un an presque. Et après, j'ai fait un MBA à Saint-Sébastien en Espagne, de Deusto. Donc voilà. Donc déjà, dès le départ, un profil très international quand même. International, oui, c'est sûr. Avant, j'avais déjà habité au Canada. Toulouse, j'ai fait mes études. J'ai grandi là-bas. Donc, moi, je suis toulousain, mais après, ça fait longtemps que je suis parti. Aujourd'hui, ma copine est croate. Je veux dire, moi, je suis européen. Je me considère comme quelqu'un d'européen. J'habite à Amsterdam depuis 6 ans maintenant aujourd'hui. Je suis à Paris. Je voyage un peu partout en Europe, mais voilà, je suis européen avant tout. Un Français du monde, un citoyen européen et un citoyen du monde. Donc on est à Amsterdam, et là, qu'est-ce qui se passe il y a quelques années ? Amsterdam, moi, c'était ma première vraie expérience professionnelle. Au final, j'étais en Australie, mais on va dire que c'était un peu plus light, où je travaillais. J'étais embauché par une start-up qui s'appelait Yippee, qui faisait une extension Chrome qui comparait les prix en ligne automatiquement. Et j'avais rejoint cette boîte, en fait, parce qu'ils étaient sélectionnés par un accélérateur de start-up qui s'appelle Startup Bootcamp à Amsterdam. Chose que j'ai très bien fait, parce que c'est là où j'ai rencontré mes 2 autres associés. Donc, David Arnoux, qui habitait à Amsterdam aussi, qui était un mentor à Startup Bootcamp, qui avait fait le programme les années auparavant, et Peter Van Saben, qui lui était le CMO de Startup Bootcamp. Alors j'ai rencontré un peu plus tard, parce qu'il était CMO de Startup Bootcamp à Londres, mais j'ai rencontré quelques mois plus tard. Donc voilà, j'ai été dans ma startup après 4-5 mois.
ça se passait bien. On était en pleine levée de fonds. Ils ont fait une levée de 600 000 € à l'époque. Mais là, en fait, ça m'embêtait un peu. Je croyais le produit m'inspirait pas tant que ça. Oui, comparer les prix, il y en a beaucoup des comparateurs. Ça existe encore d'ailleurs cette start-up ? Non, ils ont fait faillite l'année dernière. D'accord. Bon, alors on coupera au montage ce passage. Non, donc ils ont fait faillite l'année dernière. Mais bon, moi j'ai travaillé 4-5 mois au final dedans. Ouais. Mais entre-temps, j'avais parlé avec David Arnoux qui lui faisait des workshops sur le gros hacking. J'étais passionné par ces workshops. J'ai trouvé ça impressionnant. Et, du coup, je l'avais contacté par email. C'est lui qui me coachait. Et puis après, à un moment, je lui ai dit salut David, je t'écris parce que tu seras plus mon mentor parce que maintenant je vais partir la start-up de Yippee. Donc il me dit mais c'est super. Là, je suis en train de faire du coaching pour les équipes d'innovation de Philips pour une boîte de consultants à Amsterdam. Et justement, on cherche des consultants comme toi. Tu as un profil qui est très technique. Donc j'ai un profil très technique à la base. Donc j'ai fait une école de commerce, mais en fait moi je code depuis que j'ai 13 ans. D'accord. Parce que je joue aux jeux vidéo, donc je faisais des sites internet, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai super et tout, on va le faire. Moi, je suis disponible 2-3 jours par semaine. Je voulais faire une boîte sur le côté. En fait, j'avais une idée de faire une communauté de start-up en France. Donc, j'ai là, je suis disponible 2-3 jours par semaine. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du consulting avec David pour coacher les équipes innovation de Philips. J'ai fait ma start-up qui s'appelait FrenchStartup.io. J'avais fait une communauté Slack qui avait bien marché. Au final, j'avais 1000 membres en 24 heures, je crois. D'accord. Ce qui était bien parce que ça m'avait un peu renfloué les caisses parce que j'étais un peu en dessous. Donc, les gens, ils payaient 20 € tous pour rentrer. Mais au final, travailler avec David, moi, ça m'avait passionné. Et du coup, au début, j'avais signé pour 2 jours par semaine. Je suis passé à 5 jours par semaine au bout de 3 semaines. Et puis voilà, on faisait du consulting comme ça. J'ai lâché complètement ma communauté. Mais voilà. Et là, il y a Peter qui s'est ramené, notre associé. Peter qui était là, il a vu une de nos formations, en fait, un des workshops, de David. Il faisait des workshops de 2-3 heures en fait, sur le gros hacking. Et du coup, Peter, il a dit mais c'est super et tout, il faut vraiment qu'on fasse ça et tout, je veux vraiment travailler avec vous et tout. Ouais, super. Donc du coup, Peter, il a commencé à travailler un peu avec nous. Et puis là, en fait, il nous a dit mais il ne faut pas le faire avec la boîte de consultants avec lesquels vous travaillez. Bon, je ne vais pas la mentionner parce que c'est un de nos concurrents aux Pays-Bas aujourd'hui, mais voilà, il faut vraiment qu'on fasse ça nous-mêmes parce que c'est nous qui apportons toute la valeur. On va le faire de notre côté. Moi, j'ai des contacts, je connais tout le monde à Amsterdam, on va le faire comme ça. Donc voilà. Alors, et là, on est en quelle année là ? Alors là, on est en 2015. 2015, c'est hier quand même, 2015. Pour moi, il s'est passé des trucs. Ça, j'ai compris, mais à l'échelle d'une vie, 2015, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est sûr. Et donc voilà, là, Peter, on s'est barré de la boîte. Coup de bol. Il y avait les clients en fait de Philips. Ils ont décidé de venir avec nous. Donc du coup, on a piqué les clients avec qui on travaillait sur l'autre boîte. Donc, c'est ça quand tu travailles avec des consultants. Généralement, c'est que tu n'as pas de contrat de clause de non-concurrence ou des choses comme ça. C'est pas légal aux Pays-Bas. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne travaille jamais avec des consultants d'ailleurs. Voilà. Non, mais il y aura plein de conseils dans cette émission, plein de tips. Ne bossez pas avec des consultants ou alors ferrez-les parce que sinon on se tire avec les clients. Moi, je veux que les gens ils soient indépendants justement. Je forme les personnes, les équipes, donc je veux qu'ils soient indépendants. Donc toutes les agences et tout, ils vont pas m'aimer. Là, je sais pas si vous avez des écoutes des agences. On verra bien. Si je reçois des colis piégés, si je me réveille demain avec une tête de cheval mort dans mon lit, ben voilà, je saurai que je te la renverrai. Voilà. Je t'enverrai pas mon adresse pour la deuxième. Mais ça. Super. Et donc voilà, on a commencé à faire ça. Donc voilà, on avait 2 autres consultants avec nous qui travaillaient, donc ça se passait très bien, on avait pas mal de clients, on était plein, mais du coup en fait on avait un problème, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver d'autres consultants, c'est-à-dire qu'on avait 2 autres personnes, mais on n'arrivait pas à trouver des talents en fait qui pouvaient faire du consulting avec nous. Et donc du coup, Peter était là, voilà, je vais demander un peu à côté, à droite à gauche, pour essayer de trouver des talents ou des choses comme ça. Et alors je sais pas comment, il s'est retrouvé avec Startup Amsterdam, qui est l'équivalent de France Digital en France, peut-être quelque chose comme ça, et qu'il a introduit avec l'université d'Amsterdam, qu'il a mais ça me plaît super ce que vous faites et tout. Ce qu'on peut faire, on va faire un programme de 3 mois à l'université d'Amsterdam pour pouvoir faire du gros hacking. Et donc là, on était là, c'est super, on va faire ça et tout, comme ça on va pouvoir former nos étudiants, et après on va pouvoir recruter les meilleurs. Donc là, super, ça va résoudre tous nos problèmes. Ça. Donc là, on commence,
on travaille sur le contenu, hein. On a travaillé 3-4 mois quand même pour un contenu. 3 mois de contenu, c'est quand même pas mal. Un investissement. C'est, au niveau du temps. Donc on a fait tout ça. On a fait une press release qui a cartonné. On a été repris par les médias russes, les médias polonais et tout. On a eu 900 applications pour pouvoir faire le programme. On avait 21 places. D'accord. Et applications, c'est des candidatures. Des candidatures, des postulants. 900 candidatures sur un programme qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Ouais. C'est la première fois qu'il y avait une université en Europe qui reconnaissait un programme de gros hacking. Ouais. Et alors, justement, on va faire une petite parenthèse là, parce que le gros hacking, c'est un terme qu'on entend depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le commun des mortels? C'est quoi le gros hacking en quelques mots? Alors, nous, le gros hacking... Ça s'écrit G-R-O-W-T-H. Ouais, voilà. C'est ça. Pas grosse. Hein, grosse comme la croissance, c'est hacking comme le pirate. En français, on dit pirate de la croissance. Pirater la croissance, c'est ça. Bon, on a gardé le terme en anglais pour la France. Alors, le gros hacking, alors pour ceux qui connaissent le Lean Startup, c'est-à-dire qu'on va valider des hypothèses pour pouvoir trouver un product market fit avant de lancer son projet, avant de lancer son produit. Ouais. Ceux qui connaissent ça, en fait, ils savent qu'il va falloir faire des expérimentations assez rapides pour pouvoir valider un produit sur un certain marché. Ouais. Nous, on est dans la continuité du Lean, c'est-à-dire qu'une fois que le produit il a un product market fit, qui est un produit, c'est-à-dire que les personnes ils ont trouvé leur premier client, ils savent que le produit va marcher, enfin ils ont leur cible. Nous, ce qu'on va faire, on va dans la continuité, on va continuer à faire de l'expérimentation rapide pour pouvoir valider les canaux d'acquisition. Donc ça va être au début. Et après, quand la boîte elle est un peu plus loin, on va identifier en fait la métrique qui est, pour laquelle la boîte a le plus de pertes. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être la rétention, ça peut être l'activation, il y en a. Et on va l'identifier. Et puis là, on va faire de l'expérimentation rapide pour pouvoir améliorer cette métrique-là. Donc c'est ça le gros hacking, c'est-à-dire c'est l'expérimentation rapide. Nous, comment est-ce qu'on donc ça veut dire qu'il va falloir pouvoir expérimenter. Et pour pouvoir expérimenter, aujourd'hui, il va falloir être très indépendant, c'est-à-dire avoir un bloc de compétences et d'avoir la capacité de faire du design, de faire des landing pages, de faire des campagnes d'emailing, de faire de la vente, des choses comme ça. Et nous, en fait, ce qu'on va faire à Gros Stripe, c'est donner ce bloc de compétences, donner cet état d'esprit et ce process d'expérimentation rapide. D'accord. Que vous appliquez à vous-même aussi. Ben oui, on a grossi, on a grossi très vite. Aujourd'hui, pour qu'on ait une idée, entre le point de départ, il y a 5 ans, vous êtes 3 associés qui se rencontraient comme ça, et à Amsterdam, et aujourd'hui, combien de collaborateurs? C'est quoi Aujourd'hui, on arrive à 100 collaborateurs. 100 collaborateurs. Et on n'a pas fait de levée de fonds. Donc, sans levée de fonds, d'accord. Okay. On est présent dans 7 pays en Europe, donc on est présent aux Pays-Bas. La majorité de nos clients sont aux Pays-Bas. On est à Londres depuis 2 ans. Donc, après, on est dans les pays nordiques, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège depuis un an et demi à peu près. Et en France depuis l'année dernière. C'est une croissance ultra rapide et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sans levée de fonds parce qu'on entend souvent je disrupte, je scale, je lève, je scale, j'espère devenir une licorne ou pas d'ailleurs. C'est dans vos ambitions de lever là, c'est quoi le next step? La croissance, en fait, il faut toujours la financer par quelque chose. Il y en a qui vont la financer par de l'equity, par faire une levée de fonds. Il y en a qui vont faire de la dette. Aux Pays-Bas, on n'a pas la même chance qu'en France où j'apprends qu'il y a des prêts à 50,05 ou des choses comme ça. On n'a pas du tout ça. Donc on a voulu faire un prêt, c'était à 6%, c'est n'importe quoi. On n'a pas ça. Nous, on a fait ça par les marges, c'est-à-dire par la marge brute. C'est-à-dire que nous, nos produits, c'est des produits premium, donc on donne une très grosse expérience. On fait sûr que l'impact est très important, mais après, du coup, on a une marge qui est assez forte. Et comme on ne travaille pas avec des consultants, encore une fois, c'est-à-dire que du coup, on paye les salaires. C'est-à-dire, il faut vendre, parce que si jamais dans les périodes de creuse, en été par exemple, on a un peu peur des fois, mais voilà. Mais du coup, en fait, d'avoir une très forte marge, ça nous permet justement de réinvestir dans la boîte, dans la recherche et dans la croissance. Et le produit, concrètement, j'ai envie, moi, de me former au gros hacking. C'est possible avec Gros Stripe ou pas? Oui, bien sûr. On a des formations qui vont de 2 jours. Pour le gros hacking, on a des formations entre 2 jours et 6 mois. Entre 2 jours et 6 mois, d'accord. Quand c'est 6 mois, c'est 21 jours de formation au total, répartis sur 6 mois. Donc oui, c'est possible. Avant, on a commencé par le présentiel, donc on était complètement en présentiel, donc la formation. Aujourd'hui, on a une approche qui est hybride, c'est-à-dire qu'on est entre 20 et 80% en ligne. Ça dépend des besoins des clients. Mais
mais voilà, aujourd'hui, on est hybride. Mais oui, c'est tout à fait possible de venir nous rejoindre. On a des formations à Paris d'ailleurs, une fois par mois, en inter-entreprise, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir pour faire la formation. Donc il y a un modèle en B2C, c'est-à-dire qu'on vend directement au consommateur final, et puis il y a un modèle en B2B. Oui, c'est ça. Alors nous, on a eu une approche en fait en vente, on appelle ça du bottom-up, c'est-à-dire que les personnes, en fait, comme la qualité du produit est excellente, c'est-à-dire que sur un score de 10, on a 9,3 en moyenne, on demande les feedbacks à la fin de chaque session. On a un NPS proche de 70%, ce qui est un des très très élevé dans le domaine de la formation. Donc nous, en fait, on a eu cette approche, c'est-à-dire de bottom-up, c'est-à-dire que les gens, ils venaient, on faisait du volume des personnes qui venaient de l'information. Et après, en fait, ça nous donnait un point d'entrée dans les entreprises où les gens ils nous introduisaient dans les personnes les décisionnaires, en fait, sur lesquels on pouvait aller plus loin. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, avec un peu de recul, votre succès ? Le succès, c'est quoi les 3-4 points qui fait qu'aujourd'hui ça marche, quoi. La première chose déjà, c'est qu'on a pu être indépendant jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était 3 cofondateurs, on a des profils vraiment complètement différents. Moi plutôt technique, David lui c'était vraiment sur, moi j'appelle c'est une bible, ce mec il a lu tous les bouquins au monde, enfin je veux dire il connaît tout, c'est un mec, c'est un rechercheur, c'est un très bon orateur, je veux dire si jamais tu l'as sur Tech France, je te conseille parce que lui par contre il est bon. Après, il est meilleur que toi, c'est ce que tu veux dire. Ah non mais c'est une brute, oui bien sûr. Mais ça va, hein, t'es déjà pas mal, hein. J'ai pris les cours. J'ai pris des cours. Tu m'aurais vu à 4 ans, c'était pas la même. Mais non, et après il y a Peter, c'est le mec de réseau, tu vois, c'est le mec, voilà, tu commences à le connaître, tu vas être copain avec lui parce que c'est un mec il a une force, tu vois, il fait 2 mètres, c'est un Hollandais, costaud, je veux dire, c'est un mec impressionnant, tu vois. Donc tu vois, c'est la force des 3 personnes, tu vois, on était vraiment complémentaires. Et moi, j'étais vraiment le mec technique, donc c'est-à-dire exécution, je me tapais vraiment, hein, j'ai fait tous les sites internet, je faisais tous les slides, tu me dis de faire n'importe quoi, en fait, moi j'étais le mec qui ramassait tout, quoi. Je ramasse et puis après je fais, quoi. Donc voilà, cette combinaison des 3 personnes, en fait, c'est comme ça qu'on a le début du succès. D'avoir une indépendance financière, c'est-à-dire que nous on faisait toujours du consulting au début pour pouvoir financer. Donc voilà, on a mis des revenus, hein. Je veux dire, David il a 2 gosses, je veux dire, on a une famille, choses comme ça. Parce que ça c'est un sujet, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des projets, des idées, mais qui se payent pas pendant 1 an, 2 ans, quoi. C'est terrible. Vous, ça n'a pas été le cas. Non, on se paye, il faut vivre, parce que si jamais tu te payes pas après, je veux dire, bon c'est bien, tu gagnes de l'expérience, mais après, je veux dire, faut pouvoir se détendre, faut pouvoir prendre des vacances ou des choses comme ça. Non, nous on se payait, mais comme pour se payer, c'est-à-dire que nous au début on faisait quand on a développé le curriculum là, pour l'université d'Amsterdam, ça a duré 3-4 mois, et là on faisait 3 jours de consulting pour les grands comptes, et après le reste du temps, 4 jours on développait le curriculum, et après ce qu'on faisait c'est qu'on reversait 30% de nos revenus du consulting qu'on réinvestissait dans la boîte. Donc c'est comme ça qu'on réinvestissait, voilà. Et c'est comme ça qu'on a financé au début la boîte, qu'on a pu avoir embauché notre premier employé, c'était justement pour pouvoir, par ces 30% qu'on reversait dans l'entreprise. Donc, complémentarité des associés. Vous entendez bien, vous êtes toujours associés. On s'entend super bien. On sent qu'il y a, en tout cas je ne connais pas les 2 autres, mais on sent qu'il y a du respect et voire de l'admiration les uns pour les autres. Moi j'ai respect, je ne sais pas. Je crois que si. Indépendance financière, voilà, une croissance maîtrisée, se payer, prendre des vacances. Et faire un produit, le produit de qualité. Et un produit de qualité, évidemment. Ensuite, après, on sait faire. On fait la formation en growth hacking, on sait faire du contenu. Je veux dire, à partir de là, pour nous, c'était plutôt simple là-dessus. Ça, et puis il ne faut pas oublier après, c'est qu'on avait eu 900 personnes qui ont postulé pour notre académie. On a eu, c'est un taux d'acceptation de 1%, quoi. 20 c'est une sélectivité qui rendrait... On a embauché 3 personnes de cette académie. D'accord. On a eu des talents, en fait, on a pu attirer des talents au début qui étaient incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces 3 personnes, il y en a un, c'est le directeur de tous les formateurs, c'est-à-dire il gère 30 personnes. L'autre, c'est le directeur du produit, c'est-à-dire qu'il gère tout le produit, toute l'innovation de Growth Tribe. Le troisième, c'est le directeur de Growth. Ça, c'est des personnes qui ont... le directeur du produit, il gère 20 personnes et il a 26 ans. D'accord. Il n'a pas fait d'études. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait d'études. Il a tout appris par lui-même, quoi. Je veux dire, il a arrêté après le lycée, quoi. Et il a tout appris par lui-même.
Mais c'est une bête, hein. C'est un mec aujourd'hui, il arrive à parler avec des personnes qui ont 30 ans d'expérience, qui ont fait des choses qui sont incroyables. Et les personnes, ils me disent tous, mais Jim, là, il est incroyable. Il est incroyable. Donc c'est ça, c'est ce type de personnes qu'on a pu embaucher. Et les premiers employés, donc c'était les premiers employés, c'est la dernière solution pour la croissance miracle. C'est les premiers employés après qui étaient de très très haute qualité, qui étaient très jeunes, mais qui avaient mort de faim. Mort de faim, ça c'est un truc qu'on entend si souvent. Faut avoir faim. Faut avoir faim. Ouais. Mais alors on les a pas fait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment pas cette mentalité-là. Non, mais et il y a un autre truc qui est aussi très intéressant, c'est que la dimension très internationale. 7 pays, on commence à Amsterdam, alors que sur les associés, les 3, il y a 2 Français. Alors c'est lié évidemment à ton parcours, à tes études, mais comment on fait pour être présent dans 7 pays aujourd'hui? Parce que c'est compliqué à gérer là, non? Comment ça? Il faut savoir l'interculturel notamment. Oui, non, c'est compliqué. Là, on a plus de 35 nationalités à Grosse Tribe. Grosse Tribe, on est une entreprise internationale depuis le premier jour. On a les 3 premières années, on n'a jamais fait. On est aux Pays-Bas, normalement, tu devrais faire des contenus en hollandais ou des choses comme ça. On n'a jamais. Tout le langage de l'entreprise c'était en anglais. On n'a jamais rien fait en hollandais. Aucune formation, aucun contenu, même les pubs ou les choses comme ça, tout était en anglais. Donc à partir de là, en fait, on était une entreprise internationale depuis le début. Pour pouvoir s'exporter à Londres, c'était plutôt simple parce que du coup, il n'y avait pas de la barrière de la langue. On avait tous les documents déjà en anglais, on avait tout le process, tout était fait en anglais. Quand on est parti aux pays nordiques, c'est un marché très similaire aux Pays-Bas, ils parlent très très bien anglais. Donc à partir de là, en fait, on était, c'est pas un problème pour nous de s'exporter vers ces pays-là. Un peu plus pour la France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, il faut faire tout avec en français avec l'accent toulousain. Alors aujourd'hui, oui, mais je parle anglais avec l'accent toulousain. C'est pas grave. Mais non, et alors aujourd'hui, on fait toujours les formations en anglais en France, mais les Français, ils parlent anglais, c'est-à-dire on voit des problèmes de confiance, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Alors moi, je parle anglais, mais après, la langue de travail, c'est le français ou des choses comme ça. Mais donc, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a des vidéos de 1 heure sur YouTube. Regarde cette vidéo-là. Si jamais tu comprends, t'as le niveau. Alors, on a les formateurs français, donc c'est-à-dire qu'après, ils sont capables de répondre aux personnes, aux questions en français. Après, le contenu en anglais. On est en train de le traduire aujourd'hui. Donc, en juin, on va avoir la première formation en français en France. Mais pour l'instant, c'est pas forcément un problème. En fait, on commence toujours par une niche. Les premiers clients, c'est toujours, c'est les personnes en fait généralement qui sont très internationales, qui sont très ouverts ou des choses comme ça. Donc les premiers clients, en fait, c'était pas un problème d'être en anglais. Aujourd'hui, on le voit que ça commence à être un problème pour pouvoir développer un peu plus loin, pour pouvoir travailler beaucoup plus proche de certains groupes. Mais voilà, après, il y a des groupes qui sont totalement en anglais aussi. Et il y a d'autres produits. Là, il y a le produit phare qui a donné son nom à l'académie. Est-ce que vous développez d'autres gammes de formation? Oui. Alors aujourd'hui, nous, on se positionne sur les nouvelles compétences. C'est-à-dire que vraiment sur les compétences digitales et sur les nouvelles compétences. On fait de la formation en growth hacking, toujours. Mais on fait de la formation en machine learning. Donc, machine learning, là, on va faire... Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le machine learning, justement, pour les gens qui nous écoutent aussi? Oui, alors bon, moi j'ai pas fait le curriculum sur le machine learning, donc il faudrait personne. Mais oui, bien sûr, nous en fait, ce qu'on va faire dans nos formations, on fait la formation aux personnes qui n'ont pas de profil d'ingénieur. C'est-à-dire que machine learning, on va appliquer ça au domaine de la finance, légal. C'est ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle. C'est ça, oui, pardon, l'intelligence artificielle. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux personnes qui n'ont pas de background technique de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un algorithme, de pouvoir comprendre comment l'utiliser, et sans avoir de compétences techniques, en utilisant les outils comme Orange ou DataQ d'ailleurs, qui est une start-up française qui est formidable, ou Knime. Il y a pas mal d'outils en fait qui permettent de faire du drag and drop. Si jamais on comprend pas mal de théories, en quelques jours de formation en fait sur les outils et sur la théorie, les gens ils sont capables de faire du lead scoring par exemple, d'utiliser, d'entraîner des algorithmes pour pouvoir faire du lead scoring sans être technique. Donc nous c'est là-dessus qu'on se positionne là-dessus. Après on fait la formation en blockchain aussi, on a une curriculum sur le blockchain, on développe un cours sur la cybersécurité. Je te demande pas d'expliquer ce qu'est la blockchain, on me l'a expliqué 50 fois et je suis pas certain d'avoir toujours tout compris. Mais voilà, mais en tout cas moi tout ça m'intéresse, je vais prendre des cours là puisque vous arrivez à Paris pour être un collab sur ces sujets quoi. Mais on peut faire un échange contre l'adhésion, si tu veux tu as une formation en échange. Je gagne tout, non seulement tu adhères mais en plus tu m'offres, c'est ça tu m'offres une formation. Non génial. Est-ce que
Quel conseil tu donnerais là, à des entrepreneurs ou des entrepreneurs en herbe, des gens qui ont envie de se lancer sur un projet tech notamment, ou pas d'ailleurs, mais c'est quoi les conseils avec le recul que tu as, avec l'expérience que tu as, avec cette réussite déjà, et cette entreprise qui n'a pas fini de grandir? C'est quoi que tu as envie de leur dire à ceux qui nous écoutent peut-être? Alors moi je leur dis de vraiment comme conseil, le meilleur conseil je pense que je peux donner, c'est vraiment se focaliser, d'être sûr d'avoir un produit de qualité sans passer 3 mois que sur le produit. C'est vraiment le tester tout de suite sur le marché, c'est-à-dire même à toutes les étapes du développement du produit, d'essayer de le développer, de le bien positionner. Mais ce qui est sûr à un certain moment, c'est que quand ils vont faire le lancement, il faut que le produit il se concentre sur le NPS, sur la qualité du produit. C'est ça qui va faire le référent après, c'est ça qui va tout faire. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, à partir de ça, il faut savoir, entrepreneur, généralement, il y a vraiment des compétences qu'il faut en fait. Il y a très peu de personnes qui ont un bloc de compétences qui sont capables de tout faire. Donc vraiment de trouver des associés qui vont avoir soit l'expérience, qui ont soit les compétences qui soient complémentaires. C'est les choses. Et puis après voilà, la chose, c'est qu'il faut aller dans la rue, il faut sortir et puis il faut parler de son produit à tout le monde. Et voilà. Donc un bon produit, sa priorité focus sur le produit parce qu'on peut faire tout le marketing. Si le produit est pas bon, à la fin, on le vendra pas. Nous, on refuse des personnes dans l'information qui veulent, quand ils sont trop tôt, enfin on leur dit de pas venir, que ça sert à rien, qu'ils attendent un peu, qu'ils se concentrent sur le produit. Ça nous arrive. Mais oui, ça c'est quelque chose qui... Ensuite, tester, éprouver, voir si ça marche dès le début. C'est ça, et tout documenter, être sûr que quand on va faire les expérimentations, pour voir en fait, pour pouvoir tester le produit ou des choses comme ça, vraiment tout documenter, vraiment faire attention à bien faire les expérimentations, c'est-à-dire qu'en amont, avant de la faire, il faut savoir en fait qu'est-ce qui va déterminer si mon expérimentation ça va être un succès ou un échec. Déterminer en fait quelles sont les métriques avant de la faire pour savoir à quoi s'attendre. En fait, ça c'est quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler aux gens dans la rue, qui vont montrer leurs produits ou des choses comme ça. Puis après ils vont avoir des résultats, mais en fait ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont chercher. Donc du coup ils vont se dire mais c'est pas mal, j'ai eu ça. Et en fait il faut savoir en amont qu'est-ce que tu veux chercher, qu'est-ce que tu veux valider. Ça c'est vraiment ça qui est important quand tu vas tester. Le prix aussi, j'imagine, le pricing, combien ça vaut, combien ça se vend, parce qu'une bonne idée, tout le monde peut trouver ça génial, mais qui est prêt à la payer, c'est encore autre chose. Le pricing, oui, il faut vraiment pas négliger le pricing. Il faut faire attention aux marges, il faut faire attention de ne pas casser les prix dès le début pour rentrer sur le marché, casser les prix. Bon voilà, Amazon, c'était Amazon, c'est très bien, mais je veux dire après, c'est vraiment se fracasser la tête. Si il n'y a pas d'investissement derrière, ça va faire mal. Il faut vraiment faire attention au pricing. Et aussi le pricing, c'est synonyme de qualité pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si jamais on arrive sur un produit pas cher, tu me dis moi je vais faire des formations, tu vois, par exemple, moi j'ai le choix de faire des grosses tries, ça coûte 2000 €, j'ai 2 jours et puis après j'ai un suivi en ligne, donc c'est ça, tu vois. Après tu te dis attends, ça leur coûte quoi, c'est 3 formateurs dans la salle de classe pendant 2 jours et puis c'est un truc en ligne, moi je peux faire ça tout seul, voilà, ça me coûte 300 € quoi, à 200 € même je pourrais le faire, tu vois. Et si jamais tu fais ça, tu vas jamais pouvoir le scaler, parce qu'après tu te rends pas compte de tout l'administratif qu'il y a à faire en amont, de toute la conversation, de bien répondre aux attentes, les choses comme ça. Il y a énormément de travail. Il faut vaut mieux partir sur un pricing élevé au début, plus élevé que ce qu'on pense, quitte à descendre les prix après et faire un cadeau aux clients qui ont pris le prix initial, que le contraire. C'est plus facile de baisser les prix que de les monter. Ça, c'est ça. Bon, ça c'est ma philosophie. Si tu regardes toutes les autres startups, les SaaS ou les choses comme ça, ils font le contraire. Donc, tu vas parler à d'autres personnes, ce sera d'autres contraires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'ailleurs justement des points de vue différents. Et puis tu l'as dit, aller sur le terrain, c'est-à-dire j'imagine pas se couper de qui sont nos clients, quoi. Connaître tes apprenants, savoir ce qu'ils demandent, ce qu'ils recherchent. Oui, c'est sur le terrain, d'aller sur les personnes. Si moi, tu m'aurais connu il y a 5 ans, par exemple, je parlais à personne, je suis vraiment dans la tête, des choses comme ça. J'ai payé un coach, 2000 € je crois que j'ai claqué. Pendant 6 mois, je me suis formé sur le public speaking, des choses comme ça. Je n'aimais pas parler aux gens, des choses comme ça. Là, tu me vois, je suis dans le salon, je réponds à la radio. Et maintenant, tu fais des podcasts au pied levé. J'ai fait de la formation des mecs, des CMO de grands groupes, des choses comme ça, qui avaient 30 ans d'expérience. J'ai appris à des mecs de chez Google à bien implémenter Google Tag Manager. C'est ça, tu vois. Il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Et puis, moi, j'ai retenu, parce que ça m'intéresse, prendre des vacances. C'est-à-dire pas être 100% sur son projet, parce que sinon, on devient fou, quoi. C'est ça le truc. C'est le burn-out de l'entrepreneur. Les meilleures idées que j'ai eues de stratégie, c'était pendant les vacances. Souvent au retour dans l'aéroport, des choses comme ça. C'est vraiment ça. Sur les stratégies de développement international, les pays ou des choses comme ça. Tu vas voir un magazine à la con, tu
vas voir ça et tu vas dire ça c'était super en fait, et tu parles en ton idée. Et en fait, t'as la tête reposée. Mais ça aide beaucoup. Oui, il faut être reposé pour être créatif. Après, il prend pas 40 jours de vacances non plus. Tranquille. Puis la drogue, tu me disais en coulisses, tu me disais beaucoup de drogue. Oui, bien sûr. Ecstasy. C'est pour ça que c'est pour ça que les projets se lancent à Amsterdam. C'est parce que les mecs prennent des champignons, ils sont hyper créatifs. Voilà. C'est plus simple à vendre après. C'est ce qu'on met dans les sandwichs au lunch. Bon, génial. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont appris des trucs. En tout cas, c'était un moment très sympa. Quentin, merci d'avoir pris le temps de venir nous causer de Growth Tribe, d'adhérer à Tech France évidemment, et puis de nous avoir présenté cette expérience, cette entreprise entrepreneuriale. Parce que l'entreprise, c'est un terme qui a plusieurs sens. C'est à la fois la société, et puis une entreprise, c'est aussi une aventure. Voilà. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous avez ces différentes définitions, et c'est une belle aventure humaine. Et la prochaine étape, c'est quoi alors ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2020 ? Là, nous, 2020, c'est vraiment passer en full blended, donc développer un peu plus notre plateforme avec l'application mobile et tout. Et vraiment on travaille sur la classroom du futur, donc c'est-à-dire que vraiment pouvoir faire la formation. Donc on aime toujours le côté présentiel, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment physique, c'est en direct, des choses comme ça. Donc là, on travaille vraiment sur un projet qui est excellent en fait, c'est de pouvoir offrir à une trentaine de personnes qui sont sur différents écrans que tu vas voir sur Skype et tout, et de faire un contenu complètement interactif avec les personnes. Donc voilà, on travaille sur la classroom du futur aujourd'hui. C'est ça qu'on espère accomplir pour 2020. Je pense qu'en 2021, on fera peut-être un podcast sur le succès de la classroom du futur, qui sera la classroom du présent, pour le coup. Non, mais moi qui ai été directeur d'école, je vois très bien l'intérêt que tout ça peut représenter. En tout cas, bravo. Puis tu montres encore une fois que c'est pas parce qu'il y a du digital qu'il n'y a pas d'humain. Au contraire. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Je te laisse repartir dans les allées du salon, et merci à Maxime, mon fidèle écuyer. Et je sais pas s'il faut dire ça comme ça, Maxime. Non, il a pas de micro, donc il peut pas répondre, mais je vois qu'il me menace. Donc Maxime, qui est le producteur, l'initiateur de ce podcast EdTech France, qui ne cesse de grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a passé la barre des 25 000, c'est formidable. Mettez des étoiles sur toutes les plateformes. On est partout, on est sur toutes les plateformes. Mettez des avis, dites que c'est formidable. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, taisez-vous. Voilà. Dites je n'ai pas aimé, mais dites-le à votre famille, mais certainement pas sur les réseaux. Voilà, je plaisante parce que vous aimerez. Merci à tous. On est toujours sur le salon Learning Technology en direct. On continue, c'est génial. Et c'est parti. À bientôt. Ciao. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des interviews.